François Asselin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la CGPME, c'est-à-dire la Confédération Générale pour les PME. Oui, tout à fait. Et nous sommes ici à Thouars, dans l'un de vos ateliers. Oui. Alors la France, en ce moment, encore n'est pas du tout sortie du trouble de la loi travail. Oui. Alors je voudrais justement qu'on revienne sur la loi El Khomri. Pouvez-vous nous dire votre réflexion sur la loi El Khomri telle qu'elle est aujourd'hui? Alors, l'idée de cette loi El Khomri, finalement, elle n'est pas franco-française. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde globalisé, dans un monde ouvert. Et finalement, c'est l'Europe, c'est Bruxelles qui, depuis des années, dit à la France, eh bien, vous avez un problème en France avec votre marché du travail, puisque le marché du travail en France est complètement sclérosé. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre dont on parle peu. En France, dans le secteur marchand, donc les entreprises du secteur privé, eh bien, elles emploient 15 480 000, c'est à 10 000 près, salariés. C'est-à-dire que ce chiffre-là, donc le nombre de salariés dans le secteur marchand, est quasiment le même qu'il y a 9 ans. C'est-à-dire que la France, finalement, crée très peu d'emplois, se développe très peu dans le secteur marchand, et c'est une caractéristique de notre pays, une caractéristique négative, pendant que d'autres pays voient le nombre de salariés dans le secteur marchand augmenter. Donc on a un marché du travail qui est complètement bloqué, on a un chômage de masse, ce n'est pas une nouveauté, ça fait des années que ça dure, et finalement, quand bien même les chiffres du chômage, dernièrement, sont un petit peu plus positifs, sur une longue période, eh bien, notre marché du travail est extrêmement mauvais. Il n'y a pas de mobilité, il y a très peu de dynamisme, ce qui fait que, eh bien, finalement, lorsque en France on perd son emploi, surtout lorsqu'on a peu de qualifications, surtout lorsqu'on arrive à un certain âge, eh bien, tout de suite, ça devient un drame parce qu'on a beaucoup de mal de revenir dans le marché du travail. Donc cette loi sur le travail, son inspiration finalement, c'est le fait de vivre dans un monde globalisé qu'il fallait bouger les lignes et faire en sorte de lever les freins à l'emploi. Alors, il y avait dans la version numéro 1, parce que nous sommes rendus à la troisième version de la loi El Khomri, puis comme là elle va revenir au Parlement, il y aura certainement une V4. Au départ, eh bien, il y avait des éléments intéressants qui concernaient particulièrement les petites et moyennes entreprises, celles que nous chapeautons à la CGPME, parce qu'effectivement, bien souvent, par principe d'égalité, eh bien, les lois sont les mêmes pour les grandes entreprises comme pour les petites entreprises. Or, la réalité économique des unes et des autres n'est pas tout à fait la même. Pourquoi ? Parce qu'en matière de droit social, lorsqu'on met une obligation supplémentaire dans l'entreprise, dans une grande entreprise, vous avez ce qu'on appelle le service des ressources humaines. Donc vous avez un DRH, le directeur des ressources humaines, qui va prendre le sujet et qui, avec ses équipes, eh bien, va mettre en place cette nouvelle obligation, cette nouvelle norme, cette nouvelle réglementation dans l'entreprise. Dans une PME, c'est le chef d'entreprise qui doit se coltiner ces nouvelles mesures. Et bien souvent, eh bien, lorsque vous arrivez à un nombre assez important de salariés, ça devient écrasant pour le chef d'entreprise. Donc on a absolument besoin, d'une part, de faire en sorte d'assouplir, de libérer l'activité de la PME, de ne pas l'étouffer avec toutes ces normes, toutes ces règles. Je rappelle tout simplement que le Code du travail, c'est plus de 8000 articles en France, et puis ça va d'une façon exponentielle. Il faut donc absolument faire en sorte de libérer l'activité de la PME et surtout celle du chef d'entreprise en droit social, et puis finalement faire en sorte qu'au plus près du terrain, le chef d'entreprise, en accord avec ses salariés, puisse décider de son organisation. Finalement, ça correspond à ce que nous vivons au quotidien dans les PME. Sauf que, telle que la loi aujourd'hui est fabriquée, eh bien, nous ne pouvons pas, théoriquement, puisque pratiquement il faut bien répondre à l'obligation de résultat, mais en théorie, nous ne pouvons pas finalement avoir d'espace de liberté dans lequel on pourrait faire en sorte de développer l'activité des entreprises. Donc cette loi, finalement, elle manque complètement son but, selon vous? Alors cette loi va passer complètement à côté de son but. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, juste après la version 1, une sorte de sabotage à l'intérieur même du gouvernement. C'est quand même grave, ces choses-là, où le texte a fuité dans la presse. Là, s'est mise en route la machine à perdre, et puis d'un seul coup, on a basculé du pragmatisme dans l'irrationnel. C'est-à-dire que 8 jours auparavant, j'avais en face de moi un Premier ministre, une ministre du Travail, il y avait Emmanuel Macron, qui avait vraiment cette envie de réformer le marché du travail. Et 8 jours après, nous avions basculé dans le champ politique, et là, le seul objectif, c'était de sauver ce texte de loi, finalement, quoi qu'il y ait à l'intérieur, dans la mesure où, si jamais on retirait le texte de loi, c'était fermer le livre du quinquennat. Donc on est basculé dans le champ politique, et c'est là où
La machine à perdre, eh bien, s'emballe, et on connaît eh bien, tout ce que nous connaissons malheureusement en ce moment, avec un débat qui est complètement faussé, parce que lorsqu'on voit les raisons pour lesquelles aujourd'hui, et je vais revenir là-dessus, eh bien, certains syndicats bloquent la vie de beaucoup de Français, eh bien, c'est des raisons complètement fallacieuses, parce que quand bien même cet article 2 remet un tout petit peu en cause ce qu'on appelle les accords de branche, avant de changer la hiérarchie des normes, à savoir avant de repermettre d'avoir ce champ de liberté au sein de l'entreprise, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc selon vous, la réaction syndicale est disproportionnée, en fait, si je vous comprends bien. Alors non seulement elle est disproportionnée, mais on assiste finalement au résultat, premièrement, d'un manque de méthode flagrant du gouvernement dans cette affaire, puisqu'il n'a pas su mettre autour de la table en confiance l'ensemble des interlocuteurs, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, donc tous les syndicats, y compris les plus radicaux. Et puis, bien, quand vous commencez à écouter les doléances, ça a été d'une partie de la jeunesse à travers l'UNEF, eh bien, chacun y va après de son chapitre, quoi, et on réclame toujours plus, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, entre ce bras de fer absurde, entre une partie des organisations syndicales et le gouvernement, sachant que ce fameux article 2, que la CGT et que FO décrit énormément, c'est quoi en fait? C'est de pouvoir signer un accord majoritaire qui peut être dérogatoire à un accord de branche, puisque l'activité des entreprises en France est organisée par secteur d'activité, par branche professionnelle. Vous avez ici une entreprise de charpente-menuiserie, nous faisons partie de la branche construction, de la branche du bâtiment. Et dans la branche du bâtiment, eh bien, il y a eu un accord de branche qui, finalement, est une sorte de règlement intérieur des entreprises du secteur de bâtiment. Or, demain, à travers l'article 2, eh bien, on pourrait, au sein de cette entreprise, signer un accord dérogatoire à l'accord de branche. Je vais prendre un exemple tout à fait précis, qui peut paraître clivant. C'est-à-dire que dans le bâtiment, la 36e heure est majorée à 25%, les heures supplémentaires. On pourrait très bien imaginer demain de signer un accord d'entreprise permettant de déroger aux heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne soient plus rémunérées à plus 25, mais à plus 10%. Sauf que, pour arriver à une telle dérogation, il faut signer un accord qu'on appelle majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'entreprise même, il y ait des syndicats qui soient représentatifs à plus de 50% pour pouvoir déroger à l'accord de branche tel que je vous l'ai décrit. Ça veut dire que la CGT, Force ouvrière, manifeste contre cela. Mais si jamais il y avait un accord à négocier, ils tiennent la plume de l'accord. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils pourraient très bien ne pas signer cet accord. Et même mieux que cela, ils peuvent s'y opposer carrément, puisqu'il y a un droit d'opposition, et on pourrait revenir devant l'ensemble du personnel à travers un référendum d'entreprise pour savoir si l'ensemble des salariés sont d'accord ou pas. Alors effectivement, c'est une vision syndicale d'un côté où on se dit on fait confiance aux acteurs de terrain, ce qu'on peut appeler le principe de subsidiarité, et puis de l'autre côté, eh bien, c'est un syndicalisme où on se dit eh bien, tout doit partir d'en haut et s'appliquer complètement à la base, d'une façon plutôt uniforme. Alors, nous, ce que nous disons à la CGPME, c'est que finalement, les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. C'est-à-dire que le principe de subsidiarité, bien sûr, nous y sommes attentifs et nous sommes intéressés de faire en sorte qu'au plus près du terrain, eh bien, on puisse s'entendre avec ses salariés. Mais il ne faut pas oublier la suppléance. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas en capacité de signer un accord d'entreprise. C'est-à-dire que, premièrement, il faut une présence syndicale. Or, savez-vous qu'en France, seulement 4% des entreprises du secteur marchand, il y en a 1 650 000, seulement 4% des entreprises ont une présence syndicale. C'est-à-dire que 96% des entreprises ne peuvent pas signer d'accord d'entreprise, sinon que d'aller chercher un syndicat à l'extérieur de l'entreprise pour mandater un de ses salariés. Autant vous dire que très peu de chefs d'entreprise iront courir après un syndicat, surtout avec l'exemple que nous avons ces derniers jours de la position de certains syndicats. Mais donc, si je comprends bien, les syndicats représentent assez peu la population des travailleurs en France, en fait. Oui, c'est une caractéristique de notre pays, ça aussi, c'est-à-dire que vous avez très peu de présence syndicale dans les entreprises du secteur marchand. Ils sont plus nombreux dans le secteur public, mais dans le secteur marchand, vous avez simplement 4% d'entreprises qui ont une présence syndicale. Alors, c'est assez étonnant, et d'ailleurs, ne serait-ce que ce chiffre pose la question de mais quel est l'objet syndical en France? C'est-à-dire à quoi sert un syndicat lorsque, quand bien même la loi les
les oblige. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans une entreprise, dès que vous allez organiser des élections du personnel, que ce soit pour mettre en place des délégués du personnel, donc au-delà de 10 salariés, que ce soit pour mettre en place un comité d'entreprise, au-delà de 50 salariés, le premier tour d'élection est réservé aux partenaires sociaux, à savoir aux syndicats de salariés. Et quand bien même la loi vous oblige à respecter cela, seulement 4% des syndicats sont présents dans les entreprises du secteur marchand. Donc le problème, il n'est pas simplement du côté patronal, il est aussi du côté des salariés qui ne voient pas l'intérêt de présence d'un syndicat dans leur entreprise, puisque finalement, malgré tout ce qu'on voit dans ces débats nationaux, au quotidien, dans une multitude de PME, le dialogue social est plutôt serein. Je ne dis pas que tout se passe bien. Comme je dis souvent, il suffit d'être deux pour commencer à s'aimer ou à se détester, puis c'est cyclique. Mais globalement, le principe de réalité que nous vivons dans une PME fait que, au sein de l'entreprise, la proximité qui existe entre le chef d'entreprise et ses salariés font que, globalement, on regarde l'entreprise comme un bien commun, et le dialogue social n'est pas vécu comme un rapport de force, comme souvent le théorisent les syndicats en France, et c'est ça le drame. Sauf un seul syndicat qui clairement affiche le fait que l'entreprise est un bien commun, c'est la CFTC. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc tant qu'on considérera en France que le dialogue social doit être avant tout un rapport de force, on se plante complètement, parce que finalement, ça n'intéresse ni les chefs d'entreprise, ni même les salariés. Et c'est le problème du syndicalisme en France, parce que par exemple en Allemagne, je crois qu'en fait, qui dit syndicat dit dialogue social serein avec la direction. Où diagnostiquez-vous le problème des syndicats en France, de la représentation syndicale en France? Premièrement, quand un syndicaliste commence à faire de la politique, il arrête de faire du syndicalisme. Voilà. Et bien souvent, les syndicats en France sont l'antichambre des partis politiques. Ça, c'est pas normal, parce que ça vient complètement polluer le débat, et parfois on est plus dans des postures politiques que dans des postures syndicales. C'est-à-dire que la vraie politique d'un syndicat, c'est celle des salariés ou c'est celle de l'entreprise. À la CGPME, nous tenons comme à la prunelle de nos yeux à notre neutralité. Et ce n'est pas pour autant que je ne suis pas en dialogue avec l'ensemble de l'échiquier politique, puisque ce sont eux qui, à un moment ou à un autre, ont les commandes du pays, et bien sûr, il faut être en dialogue, de gauche à droite, c'est tout à fait normal, mais nous devons tenir à notre neutralité. Donc, tant que le syndicalisme mélangera la politique avec le syndicalisme, ça sera une vraie difficulté. Deuxièmement, il y a ce qu'on peut appeler l'idéologie sociale, le corpus social que l'on porte. À la CGPME, nous, ce que nous essayons de faire, c'est bien sûr défendre les chefs d'entreprise, patrimoniaux, souvent ceux qui sont propriétaires de leur entreprise, de leur outil de travail, où souvent tout est impliqué, c'est-à-dire que bien souvent leurs biens personnels, leurs familles sont impliquées dans l'entreprise. Faire en sorte de défendre la personne morale, qui est de l'entreprise, mais aussi la personne physique du chef d'entreprise. Et nous essayons de les tirer, je dirais, vers le haut, c'est-à-dire que mettre en place des outils managériaux positifs, collaboratifs. C'est mon rôle de les convaincre. Et bien souvent, les entreprises qui mettent en place, que ce soit la GPEC, la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, l'entretien individuel, ce sont tout cela, si vous voulez, une démarche RSE, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, tout ça, ce sont des démarches extrêmement positives et qui s'avèrent, sur le long terme, tout à fait profitables pour la rentabilité de l'entreprise. Mais de l'autre côté, l'activité, ou en tout cas le corpus social que devrait porter un syndicat, c'est de considérer l'entreprise comme un bien commun et que l'intérêt collectif est toujours supérieur à l'intérêt individuel et que le combat pour la collectivité est supérieur au combat pour une catégorie, si vous voulez. Tant qu'on n'aura pas cette réflexion de fond et le fait de poser les bases d'un tel syndicalisme, nous aurons toujours beaucoup de difficultés en France d'intéresser l'ensemble des entrepreneurs et des salariés des entreprises au fait syndical. Souvent, à quoi pense-t-on quand on pense syndicat? On pense à en découdre. C'est une vision extrêmement pauvre de ce que peut être le dialogue social en France. Alors, en tant que président de la CGPME, puisque vous représentez finalement 99% des chefs d'entreprise en France, est-ce que vous avez des témoignages de chefs d'entreprise qui pâtissent justement de ces grèves, de ces mouvements sociaux organisés par les syndicats, soi-disant pour protéger l'emploi? Chaque semaine, ça fait un petit mois que ça dure, nous avons des témoignages qui nous remontent à la CGPME, même des cris d'alerte. Il y a des entreprises qui sont en train de mettre la clé sous la porte, par exemple qui attendent tout simplement de la marchandise bloquée au port du Havre. J'ai en tête une entreprise qui a 8 salariés qui va mettre la clé sous la porte parce que ces marchandises sont nécessaires pour transformer, c'est
c'est des éléments qui sont nécessaires pour fabriquer du mobilier de jardin, eh bien, il est en train de perdre ses clients puisqu'il ne peut pas les livrer. Et donc, il va mettre la clé sous la porte. Nous avons des restaurateurs, des hôteliers qui sont en train en ce moment eh bien, de souffrir énormément. Il y a eu les attentats du mois de novembre avec une baisse de la fréquentation, surtout à Paris, très importante. Eh bien, la bis repetita, à cause des problèmes de transport, à cause de la vision que les étrangers commencent à avoir de notre pays, eh bien, les réservations qui étaient annoncées florissantes ne sont pas au rendez-vous. Et là, j'aime mieux vous dire que certaines, effectivement, petites entreprises sont en train de mordre la poussière. Et le plus dramatique dans tout cela, c'est que les premières victimes vont être bien sûr les entreprises, mais il y a des salariés derrière tout cela. C'est-à-dire que ceux qui croient aujourd'hui lutter pour les salariés sont en train de faire exactement les actes inverses qu'ils exposent. Hein, parce que dans une entreprise, eh bien, quand elle met la clé sous la porte, c'est immédiatement les salariés qui n'ont pas de solution pour se reclasser. Quels sont selon vous en France les freins à l'entreprise? Pourquoi est-ce que la France est le seul pays d'Europe à ne pas réussir à relancer sa croissance? On a en France cette capacité à ne pas voir le monde ou à ne pas vouloir voir le monde tel qu'il est. Voilà. Notre problème, il est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où bien souvent, il faut qu'on commence vraiment à souffrir pour se bouger le derrière. Voilà. Et je pense que c'est exactement ce que nous vivons en France. C'est-à-dire que premièrement, on a un discours puéril que l'on tient en français. Hein, c'est-à-dire que vous avez un président de la République qui se fait élire en disant « le problème c'est la finance et les riches ». Quelques années plus tard, on s'aperçoit que le problème n'est pas que là, hein, et que nous avons vraiment des problèmes d'ordre structurel dans notre pays, où d'autres pays voisins du nôtre, avec la même monnaie, avec finalement une culture très proche de la nôtre, arrivent à s'en sortir 10 fois mieux que nous. Et pourquoi nous n'y arrivons pas? Tout simplement parce que c'est toujours un petit peu l'histoire de la cigale et la fourmi. On préfère continuer à raser gratis, on préfère continuer à tenir un discours plutôt émollient et à ne pas regarder le monde tel qu'il est. Le jour où on arrivera à regarder le monde tel qu'il est, je pense qu'on aura le courage de régler nos problèmes. Regardez, quand on a mis en place les 35 heures, à partir des années 2000, tout le monde finalement a trouvé normal de passer de 39 à 35 heures, payer 39. Hein. Si aujourd'hui, pour sortir le pays de l'ornière, il fallait accepter l'inverse. Je ne dis même pas travailler 39, payer 35, mais travailler 39, payer 39. Plus personne ne trouve ça normal. Finalement, on s'est mis dans la peau d'enfants gâtés et on a beaucoup de difficultés à en sortir. C'est là tout notre drame. Quand d'autres pays ont regardé le monde avec beaucoup plus de pragmatisme, sont-ils pour autant plus anxieux que les Français? Absolument pas. Voilà. Et je remarque une chose, c'est que beaucoup de nos jeunes Français vont travailler dans ces pays où il y a moins de sécurité de l'emploi, mais finalement où il y a plus de perspectives d'emploi, où il y a peut-être moins de sécurité en cas de rupture du contrat de travail, mais on peut rebondir immédiatement. Donc, où sont les réels problèmes? Est-ce que c'est la maladie de l'absence de soins du bien commun qui nous menace en France, enfin, qui est toujours sous-jacente? On est dans un pays où on a plutôt plus peur de perdre qu'envie de gagner. Voilà. C'est-à-dire qu'on est accroché, voilà, comme la bernique sur son rocher, à nos avantages acquis. Voilà. Et on n'arrive jamais à voir l'avenir avec un petit effort qu'il faudrait faire pour assurer la pérennité. Regardez un petit peu entre la France de 80, qui partait en retraite à 65 ans, et la France de 2016, on a gagné 8 ans d'espérance de vie. Et pourtant, les Français sont accrochés à cet avantage acquis sans regarder la réalité des choses. On rentre plus tard dans la vie active, on en sort plus tôt qu'en 81, et on s'étonne de voir nos régimes de retraite complètement déficitaires. Mais bon sang, soyons honnêtes avec nous-mêmes, regardons les choses telles qu'elles sont. Et est-ce que le Français de 81 était plus anxieux en partant en retraite à 65 ans que le Français de 2016? Je ne pense pas. Voilà, tout simplement, nous sommes en train de continuer à nous bercer d'illusions, alors que quand on regarde les mesures qu'il faudrait prendre à l'échelle de l'histoire sociale et économique de notre pays, mais franchement, ce serait une virgule. Ce serait une virgule. Accepter de travailler un petit peu plus longtemps, alors qu'en 2000, on travaillait beaucoup plus longtemps. Accepter de partir un petit peu plus tard en retraite, alors qu'en 80, on partait beaucoup plus tard. Ça permettrait de nous donner beaucoup d'oxygène, de relancer la machine économique. Et finalement, ça ne serait pas un très grand sacrifice. Regardons comment, dans d'autres pays qui n'ont pas la chance que nous avons en France, regardez un petit peu comment les populations parfois peuvent souffrir.
Attention, parce que ce que nous ne voulons pas nous imposer à nous-mêmes pourrait demain venir de l'extérieur. N'oublions pas que la dette de la France, qui dépasse les 2000 milliards d'euros, appartiennent pour les 3/4 à des sociétés de pension. C'est-à-dire que nos banquiers sont étrangers à notre pays. J'aime mieux vous dire que le jour, et ça tous les économistes le disent puisque c'est un cycle, où les taux d'intérêt commenceront à réaugmenter, eh bien on s'apercevra non seulement qu'on est tout nu, mais qu'on a perdu notre souveraineté. Ça, c'est grave. Alors, quelle est votre espérance pour notre pays aujourd'hui? Alors, premièrement, on a une jeunesse brillante. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et souvent, malheureusement, ce qu'on voit à travers les médias, ce n'est pas la jeunesse que nous connaissons, nous, dans nos entreprises. Voilà. On a des jeunes qui sont vraiment aujourd'hui en mode projet et absolument pas en mode rejet. Voilà. Donc, premièrement, regardons la jeunesse comme elle est. Et puis, deuxièmement, redressons ce que j'appelle la faillite de l'exigence. Pourquoi? Parce que depuis des années, eh bien, nous ne sommes plus exigeants. Voilà. Ça commence par l'éducation nationale, ça continue par les familles qu'on déstabilise énormément, et finalement, eh bien, lorsque la vie devient exigeante, parce que la vie est toujours exigeante, lorsque le jeune, lorsque l'adolescent, lorsque le jeune adulte sort de ce cocon, eh bien d'un seul coup, il se prend en pleine figure la vraie réalité de la vie. Et l'entreprise, c'est un monde d'exigence. Eh bien, sachons lutter contre cette faillite de l'exigence. Là, j'aime mieux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, nous avons aujourd'hui en France les capacités pour le faire. Pourquoi? Parce que nous avons encore une jeunesse brillante. Donc faisons encore d'être assez courageux pour porter les actes qu'il faut pour redonner confiance à cette jeunesse et appuyons-nous sur elle. Deuxièmement, eh bien, sachons regarder avec responsabilité le monde qui nous entoure et de l'expliquer aux Français tel qu'il est. Voilà. Arrêtons d'avoir des politiques qui ne pensent qu'à la future élection, mais faisons en sorte d'avoir des hommes politiques qui, demain, expliquent le contexte tel qu'il est pour le faire comprendre à tous les Français. Ça ne sera pas facile, on aura toujours une petite partie de nos compatriotes qui ne voudront jamais rien entendre, mais j'espère que ce sont les hommes de bonne volonté qui emporteront la majorité. Il faudra s'appuyer là-dessus. C'est tout à fait possible. Je pense que la France, et nous l'avons prouvé au cours des siècles, eh bien, c'est un pays qui sait se réformer. Sachons simplement le faire, peut-être avec des larmes, mais surtout pas avec du sang. Merci beaucoup, François Asselin. Merci.